tous les téléspectateurs de la matinale Red Corps Africa. Je salue aussi chaleureusement la technicienne. Ça se dit en français? Oui, ça se dit. Une technicienne. Oui, une technicienne, ça se dit. On la voit pas, mais elle enregistre. Je suis surprise, hein. C'est après qu'elle va m'expliquer ce qui se passe. Alors, Monsieur Ndialeu, le tabloïd de Le Jour vient nous rapporter les propos du ministre de l'administration territoriale à Tanganji qui dit que le pays est bien tenu. En cette fin d'année, on se rappelle que le ministre a très souvent été taxé d'être une personne qui s'ingère dans les problèmes qui ne concernent pas justement son département ministériel. Mais en cette fin d'année, il rassure les populations, disant que le pays est bien tenu. Est-ce qu'il est là dans son rôle fondamental? Bon, c'est le ministre de l'administration territoriale. L'administration territoriale, c'est des préfets, c'est les sous-préfets, c'est les districts. Donc, si je l'ai dit, il faut clairement dire que le ministre est dans son rôle parce que nous sommes dans l'arrondissement Douala 1er et celui qui représente le chef de l'État dans l'arrondissement Douala 1er, c'est le sous-préfet. Douala 1er est dans le département du Vouri. Celui qui représente le chef de l'État dans le département du Vouri, c'est le préfet. Douala 1er est également, comme on peut dire, dans la région du littoral. Celui qui représente le chef de l'État dans la région du littoral, c'est le gouverneur de la région du littoral. Vous voyez que c'est un système décentralisé où il y a un ministre de l'administration territoriale. Il administre le territoire. Lui, il est nommé par le président de la République. Il rend compte au président de la République. Et les gouverneurs, les sous-préfets, les chefs de district, tout ce que j'ai cité sont sous ses ordres. Avant, c'était le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le ministère, après l'élection présidentielle 2018, a été quasiment coupé en deux. Et puis aujourd'hui, il y a un ministre exclusivement qui s'occupe de la décentralisation. Donc Atangadji est dans son rôle. Même au moment où il interpellait les gouverneurs, notamment dans le système, dans les médias, il a aussi un peu un droit de regard. Parce qu'il faut comprendre qu'avant qu'il y ait beaucoup de démembrements ministériels, c'était la territoriale qui s'occupait quasiment un peu de tout cela. À un moment donné, au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle la censure. C'est-à-dire que quand vous produisez un journal, il fallait que cela doit d'abord passer notamment aux membres de ceux de la territoriale pour qu'ils valident le contenu avant que cela soit publié. Certes, le président de la République a fait éclater ce qu'on peut dire ces différents ministères-là, mais dans le fond, le fonctionnement n'a pas véritablement changé. Quand on a fermé une chaîne à Douala, c'est le ministre qui est venu fermer. C'est le ministre de l'administration territoriale qui a envoyé les policiers et les gendarmes de véritablement fermer. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dans son rôle. Il y a de cela 2 semaines, c'est lui qui a présidé la conférence semestrielle des gouverneurs du côté de la région du centre à Yaoundé précisément, où on évaluait la situation sécuritaire. Et il le fait avec les gouverneurs des 10 régions du pays. Et c'est son rôle de veiller à la sécurité, comme on a dit, intérieure, c'est le patron du ministre de l'Intérieur, le patron de l'Intérieur. Donc Atangadji est pleinement dans son rôle. Il arrive à Douala dans un contexte sécurité un peu particulier, parce qu'il y a aussi cela, une semaine, où certains de nos frères qui ont un peu, comme on peut dire, disjoncté entre guillemets, parce qu'ils prennent des substances qui vont un peu de là. Qu'on appelle d'ailleurs microbes. On appelle les microbes par abus, parce que ce sont des êtres humains aussi. Il faut quand même comprendre que ce sont des délinquants sociaux et qui sont dans les quartiers où les vendettas sont régulières. Donc, il arrive là pour évaluer d'abord la situation sécuritaire et son rôle, le rôle de l'État, c'est d'abord rassurer la population que non, tout est en ordre. Même si dans le fond on voit quelque chose qui ne va pas. Quand il rassure, c'est une parole politique. Justement. Maintenant, il appartient à ceux qui travaillent dans le littoral, notamment le gouverneur avec le préfet et ses sous-préfets, de véritablement travailler pour qu'il y ait cette sécurité-là. Pour qu'il y ait sécurité, il n'y a pas que ce que j'ai cité. Il y a les habitants de la région littorale, il y a les chefs de quartier qui doivent s'organiser pour savoir que pour dénoncer, pour donner des informations au service de renseignement, que dans tel quartier, par exemple, comme ça, il y a des choses qui sont anormales. C'est ça qui permet de maintenir la sécurité d'un pays. Maintenant que le ministre arrive,
c'est aussi une bonne chose. Mais il ne doit pas attendre que ces initiatives comme des micro-barrettes pour qui viennent évaluer la situation sécuritaire. Vous savez que Douala est quasiment une ville en retardement. Il se dit d'ailleurs que c'est la ville la plus rebelle du Cameroun parce que quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, vous voyez que dans les années 90, 92, dans les années de 13, Douala était la ville qui a été quasiment la plus affectée. Bon, parce qu'ici, il y a certes ceux qui sont des autochtones, mais comme c'est une capitale économique, le port aidant, il y a des gens qui viennent de toutes les régions du Cameroun, et quand il y a cette mouvance-là, chacun vient chercher la pitance, et les intérêts deviennent de plus en plus ce qu'on va dire colossaux. Donc, il faut travailler pour maintenir la cohésion. Et pour maintenir la cohésion, il faut faire confiance aux autorités, il faut faire confiance aux forces de l'ordre. C'est quand les forces de l'ordre sont corrompues, c'est quand ils reçoivent dans les décisions que cela devient véritablement problématique. Mais il faut dire à M. Ndiaye que ce phénomène de microbes, ces microbes, on va le dire, sont aussi le produit de la société, et tout comme l'insécurité qu'il y a du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres départements ministériels qui devraient justement se prononcer en ce moment? Oui, mais le premier département, c'est celui du ministère de l'Intérieur, qui est ce qu'on appelle chez nous le ministère de l'administration territoriale. Le premier, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous savez que la police dépend de la présidence de la République. Et Adam Gandhi est aussi le patron de la sécurité d'un certain forme de renseignement au niveau de la présidence de la République. Parce qu'il faut savoir qu'il occupe deux fonctions. Avant qu'il ne soit envoyé à la territoriale, il occupait dans ces fonctions-là, notamment au niveau sécuritaire, au niveau de la présidence de la République. C'est d'ailleurs en ces qualités que quand la crise anglophone a déclenché en 2016, il était passé du côté poste national, parce qu'il est au top du renseignement. C'est celui qui coordonne le renseignement du pays. C'est d'abord sa fonction. Donc il connaît tout ce qui se passe. Et le renseignement du pays, c'est la police, c'est la gendarmerie, et dans une moindre mesure militaire. Donc, s'il maîtrise le fonctionnement de tous ces corps-là, de comment est-ce que ça fonctionne, il a toutes les qualités de venir parler, d'exposer et de parler avec assurance. La police, comme je l'ai dit, qui émane de la présidence de la République, travaille aussi en symbiose avec l'administration territoriale. Idem pour la gendarmerie. C'est pour ça que vous voyez quand un sous-préfet interdit une marche, ce qu'on envoie d'abord sont les policiers et les gendarmes. Voilà. Et qui donne l'ordre qu'on envoie les policiers et les gendarmes, c'est le préfet, c'est le sous-préfet qui dépend de Adam Gandhi. Donc, il faut voir qu'il y a cette hiérarchie-là. Il y a cette symbiose-là qui fait en sorte que... C'est comme ça que, en tout cas, c'est une organisation hiérarchique de l'État qu'il faille respecter. Maintenant, vous avez posé une question pertinente de comment est-ce que ces gens sont des microbes. C'est parce que les conditions ne sont pas assez réunies. La réponse est oui. Voilà. Parce que vous allez voir que dans une ville comme Douala, où des jeunes au quotidien ne sont pas occupés, où ils n'ont rien à faire, encore faudrait-il que ces jeunes soient aussi qualifiés. Parce que si eux n'ont pas une qualification requise, on ne sait pas à quoi est-ce qu'ils peuvent être efficaces. Du coup, eux, ils deviennent des dangers pour la société. Et comment les maîtriser? Il appartient au gouvernement de trouver des voies et moyens pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour juguler véritablement cela. Mais la question de la délinquance juvénile des vendettas, notamment dans la grande métropole économique, n'est pas une réalité camerounaise. Vous allez voir qu'aux États-Unis, dans des townships, des ghettos, cette situation-là est plus élevée que chez nous. Il y a même les armes qui vont. La preuve, c'est que le rap que les gens font aujourd'hui, le hip-hop est né de ces genres de frustration-là, ou que ce sont des musiques qu'on ne pourrait pas regarder à la maison avec les enfants, parce qu'à l'intérieur, il circule des armes, les dépravations des mœurs, la drogue, la femme est chosifiée, notamment dans... Et on va dire que c'est même copié déjà au Cameroun. Voilà, il n'y a pas un clip où vous ne verrez pas la dépravation de... Effectivement, c'est la cigarette qui coule à flot, c'est le whisky qui coule à flot. Et du coup, les gens grandissent avec ce système-là, puisque les médias ont une influence certaine. Mais on va peut-être un peu sortir du sujet. Où est passée la censure, M. Ndiaye? Parce que justement, quand vous regardez les clips vidéo, aujourd'hui, c'est la catastrophe. On sort du sujet, c'est le sujet. Parce que quand vous regardez tout ce que vous appelez les microbes,
regardez un peu leur style vestimentaire, comment est-ce qu'ils sont habillés. C'est des destroys, c'est des yobos. Bon, on n'a aucun problème avec Rochine ce matin parce qu'elle est confortable. Elle est un destroyer, ma réalisatrice. Parce que vous savez qu'après, on peut dire qu'on l'a stigmatisée en direct, mais il n'y a aucun lien avec elle. On jette un regard qui est synoptique, notamment au niveau de la société, pour dire que quand on regardait, notamment il y a les francs des Ben Skinner, que vous regardez quelqu'un, il a d'abord au moins 3 blousons. À côté de 3 blousons, le jean qu'il a, il a d'abord surchargé les poules du jean. Donc lui-même d'abord, il pèse au moins 100 kg avant de porter après les autres personnes au niveau de ça. Et du coup, il passe devant les contrôles, devant les policiers, et on le laisse. Dans ceux qui portent sur lui, il peut avoir des couteaux, il peut avoir de lames de rasoir. Donc il est un danger pour la société. Il appartient donc aux forces de défense et de sécurité comment on dit, de contrôler pour canaliser, pour que cela n'explose. Parce que figurez-vous, la semaine dernière, si on disait les microbes et que s'ils avaient des armes comme aux États-Unis, on tirait partout. Ça devait prendre des gens innocents. Comme cela se passe ailleurs, on te dit que quelqu'un a survécu dans une école, a tiré sur 300 personnes, 400 personnes. Et cela peut se passer ici. Et Dieu sait qu'on n'a pas toutes les vidéos de surveillance quasiment un peu partout à Douala pour identifier comme cela se passe ailleurs. Parce que chez eux, ils ont des systèmes vidéo où après on retrace, on voit que le gars est venu par ici, c'est comme ça qu'il a actionné, ça permet rapidement d'arrêter le bonhomme. Donc, c'est une volonté politique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment un peu 40 ans de règne, et où les gens sont monotones, où les gens savent déjà que notre président la République fonctionne comme ça, et puis les gens dorment sur les lauriers. On ne sait pas que le pays c'est une bombe à retardement. C'est pour ça qu'on dit que les mouvements sont bien. C'est bien de temps en temps de changer, parce que chaque personne qui arrive a une nouvelle touche de nouveauté, et ça fait en sorte que les choses sont dynamiques. Quand les choses sont statiques et elles ne sont pas dynamiques, ce n'est pas très bon pour l'avancement d'une société. Mais il y a un endroit où les choses sont vraiment dynamiques, hein, Monsieur Ndiaye, c'est bien sûr la prison centrale de Yaoundé qui est comparée au Far West par le quotidien Le Messager ce matin. Il nous détaille cargaison de boissons alcoolisées, distribution des drogues, blanchiment des capitaux, réseau de pédophilie et de prostitution prennent de l'ampleur dans ce pénitencier. On se demande avec vous ce matin, quand on est en prison, on n'a plus de droits. Quand on est en tout cas, quand on va purger sa peine, n'a-t-on plus de droits? Voilà. La seule différence, c'est qu'on est privé de liberté, c'est-à-dire d'aller et de venir. Vous êtes simplement dans un enclos, le temps de payer votre dette avec la société. Voilà. Maintenant, le sujet que le journal aborde est un très bon sujet, un brillant sujet. Il y a de cela quelques jours, je posais avec les anciens prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et notamment, je crois que c'était dimanche, où un proche du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun m'expliquait clairement qu'il ne faut jamais souhaiter notamment la prison. Lui, il a fait un délit. Il expliquait comment est-ce que cela se passe là-bas. Vous savez que quand un Camerounais est habitué de temps en temps à mener une vie, aller au travail, le soir, il peut prendre un petit bière et rentrer à la maison. Quand il arrive là-bas et qu'il n'y a pas de bar, et qu'il n'y a rien, il est obligé, par exemple, de sous-traiter, de faire un système de corruption avec soit les gardiens de prison, pour que cette bière-là entre peut-être sous forme d'une bonbonne d'eau, pour qu'il puisse se satisfaire à l'intérieur, pour boire. Et pour ça, il faut débourser énormément pour se soigner, ce qui est un droit élémentaire. Il m'expliquait également que c'est un parcours de combattant, ce qui est un entrave à la liberté de se faire soigner, puisqu'on a le droit à la santé. Ce n'est pas parce qu'on est privé de liberté que quand on est malade, on ne peut pas bénéficier des conditions. Vous allez voir que comme on évoque les conditions carcérales, la majorité des prisonniers de l'opération Épervier, c'est-à-dire des anciens ministres et des anciens directeurs généraux qui sont décédés en prison, qui sont morts, c'était des conditions de cette prison. Voilà, parce qu'ils avaient tout l'argent pour se faire soigner, mais une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est un autre monde. Et du coup, ça fait en sorte que, comme ce sont des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient être comme ça, vous savez que depuis, ce qui abat plus l'homme, c'est sa conscience.
Ce n'est pas même vous pouvez avoir une maladie physique, vous faites 100 ans avec. Justement. Mais si au niveau de la conscience, cela ne donne plus. Ça vous affaiblit, ça vous tue. Justement. Voilà, c'est pour ça que généralement, pour ceux qui ont peut faire psychologie, il faut éviter la violence. Puisque la violence, dans le fond, vous permet de vous échanger des énergies. Mais si et Paul Biya l'a compris, si tu veux toucher un homme au niveau de au niveau de sa conscience, vous voyez qu'il ne parle pas beaucoup. Il ne bavarde pas beaucoup. Vous comprenez seulement qu'il a posé tel acte, il ne s'explique pas. Donc, et du coup, il est resté quasiment un peu imité. Il fait ce qu'on appelle, c'est une guerre psychologique. Voilà. Et quand il y a la guerre psychologique, vous voyez que les ministres vont mourir en prison. Par contre, ceux des jeunes qui sont habitués au quotidien à survivre, à affronter la vie autrement, à s'adapter, à être résilients, quand ils arrivent dans ce contexte-là, ils peuvent être résilients jusqu'au moment où ils jugent leur peine. Mais comme on dit, je causais aussi avec un activiste, André Blaise Sama, où tout ce que vous avez cité, notamment la pédophilie, il expliquait comment il a été victime lui-même quand il dormait un jour au niveau de la prison, le trafic de drogue. Donc tout ce que le journal cite ce matin, ce sont des choses qui sont réelles, et notamment au niveau de Nkondengi. Comment il faut faire cela? Il faut que l'administration pénitentiaire, qui dépend du ministre de la Justice, puisse travailler notamment pour construire des nouvelles prisons. En construisant les nouvelles prisons, on doit désengorger la prison de Nkondengi. Il y a un projet, la construction d'une prison secondaire du côté de Bankomo, à Yaoundé, qui pétine et qui peine véritablement la sortie de terre. On parle des riverains qui ne veulent pas donner les terres gratuitement. Encore qu'on ne donne pas la terre gratuitement à l'État, il faut que l'État dédommage cela si on a trouvé que le terrain va servir d'utilité publique. Donc, une fois qu'on a construit ces prisons et qu'on a désengorgé, les gens peuvent être à l'aise, ils peuvent avoir les 3-4 personnes dans une prison, ils peuvent avoir des lits en étage, ils peuvent vivre décemment, ils peuvent avoir des cours qui sont aérés. Mais quand vous regardez, par exemple, allez simplement du côté du Nubel, vous faites le tour de la circonférence de la prison, c'est un petit truc. On vous dit qu'à l'intérieur, il y a plus de 900, 800, de 1000 personnes. Vous voyez que c'est un gros problème. D'abord au niveau hygiénique, au niveau alimentaire. Donc, c'est la promiscuité. Et quand on dit que c'est la prison, il est inconcevable aujourd'hui que l'État doit mettre dans la même prison des gars qui ont des petits délits et ceux qui sont des grands bandits, des bandits de grands chemins, et ceux qui ont tué, ceux qui ont violé, on ne doit pas les mettre en ça. Parce qu'il doit y avoir des prisons où, par exemple, ça va permettre aux gens de payer leur dette avec la société, de se recycler. Parce qu'ailleurs, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les travaux d'utilité publique. Quand tu payes ta peine, tu sors, tu travailles, on vérifie comment est-ce que tu t'insères. Mais la prison au Cameroun ne travaille pas à faire en sorte que le Camerounais qui y est entré puisse s'insérer. Et ce sont des réformes que des hommes politiques doivent prendre à bras le corps. Parce que si eux ne prennent pas cette réforme-là, ce n'est pas le système actuel pour le BIAC qui le changera. C'est la société civile, c'est ce que nous faisons ce matin, notamment pour interpeller les organismes des droits de l'homme, d'aller enquêter, d'aller inspecter dans ces prisons pour voir si au niveau de la charte de l'ONU, est-ce que les droits de l'homme sont respectés au niveau ces prisons. Mais il faut dire également, M. Ndiallo, que certains responsables de ces pénitenciers favorisent justement ces différents phénomènes et sont même des bourreaux eux aussi. Oui, parce que... À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Bon, on n'allait pas... Ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est l'éthique et la déontologie. Vous allez aborder 50 fonctionnaires, forcément au Cameroun. Sur les 50, il y a 49 qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas vivre avec les salaires. Parce que c'est petit. Ils sont donc obligés de passer par le système pour décrire. Cela se voit avec la douane. Cela se voit avec les médecins d'État où ils vont porter pour aller au privé. Donc, si c'est leur salaire de base, comme pénitentiaire, c'est quasiment rien. Ils mettent donc sur pied des systèmes que vous décrivez, des systèmes de corruption. Il faut payer les cellules de luxe aux patrons de prison, parce qu'il faut même dire qu'il y a ce qu'on appelle les cellules VIP. On vous dit que peut-être vous allez payer 20 000 par jour. Si vous n'avez pas 20 000, vous allez faire comment? Donc, c'est un système comme j'ai mis. Mais ils vont vous expliquer que le salaire n'est pas gros et qu'ils ne peuvent pas vivre ils ne peuvent pas véritablement vivre du salaire. Mais la bonne question qu'il faut leur poser, c'est que une fois que vous prenez cet argent qui relève de la... Parce que ça, si on parle du karma et que ça existe, ça relève parfois des peines des autres. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Parce que si vous savez ça que vous payez l'enfant à l'école,
on n'est pas sûr que le lendemain, il y aura un karma autour sur l'enfant parce que l'agent qui a financé son école n'était pas propre, n'était pas un agent qui était propre. Donc, il y a tout cela qu'il faut. Ce n'est pas le seul système qui est corrompu. Allez dans tous les ministères, vous allez voir qu'en place, les gens ont mis sur pied des mécanismes que si vous arrivez, vous n'êtes pas rusé. Vous allez aller chez tel va vous demander telle pièce, vous allez aller chez l'autre, il va vous demander telle pièce. Du coup, on vous fait tourner en rond. Si vous voulez suivre la voie normale, que non, c'est la fonction publique, vous êtes obligé de corrompre parce qu'ils ont mis sur pied un système qui est, comme on dit, qui est très dur. Et du coup, c'est difficile de gérer. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous regardez parfois les unes des journaux, vous voyez qu'on a insulté le nouveau DG de Kamata, on a insulté le nouveau DG, par exemple, de ce que vous appelez la société camerounaise des dépôts pétroliers, parce que le DG arrive, il arrive, il fait 2-3 mois, il voit qu'il ne peut pas travailler parce qu'on a mis sur pied des systèmes qui le freinent. Du coup, comment ça se passe? Quand il trouve que ce système est un peu bizarre et qu'il démantèle le réseau, et les gens vont payer aux journalistes pour dire que non, ils travaillent mal. Et comme c'est la presse fonction, quand ils démantèlent, ils mettent dans les nouvelles personnes, des postes pour permettre de travailler. Cela s'est vu. Cameco ne marche pas sur le même problème de Cameco. Parce que quand chaque DG arrive, il y a des systèmes. Si la présidente de la République ne disait pas comme bon, on envoie un militaire là-bas, parce que vous savez que les militaires ne raisonnent pas. Ils agissent vraiment. Vous voyez que depuis, il n'y a plus trop de bureaux à Cameco. Parce que celui qui est là, il frappe simplement la loi et puis ça avance. Parce que tous les directeurs qui arrivaient étaient bloqués à un système qui était quasiment mis en place par les petits réseaux de la République qui faisaient en sorte que rien ne bougeait véritablement. Vous allez retrouver le même système où on va vous dire que non, ça c'est le gombo du régisseur, non ça c'est le gombo de l'autre là. Donc, et quand tout est le gombo, les droits des gens les plus élémentaires sont bafoués. C'est pour ça que les enfants sont violés, c'est pour ça que les gens décèdent parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital dans les prisons. Parce que les gens ont privilégié de l'argent que l'être humain. Et du coup, c'est un problème. Justement, hein, on va s'arrêter là pour ce sujet. Mais on ne va pas vous laisser partir sans parler un tout petit peu, hein, M. Ndialeu, de la grande une du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien L'Info à chaud qui nous informe que voilà, les contrebandiers sont déjà au labo pour essayer d'imiter les nouveaux billets de la BEAC. Et pourtant, on entend déjà hein, des personnes qui se plaignent d'avoir reçu des faux. Mais on se demande, la BEAC a rassuré que les nouveaux billets sont modernisés, sophistiqués, difficiles à copier. Mais les contrebandiers sont déjà au travail. Est-ce qu'on peut vraiment échapper aux faux billets? Je suis en train de voir l'image qui est sur votre tablette. Oui, justement, l'info à chaud. Je regarde un peu de loin, mais vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence entre l'original et le faux. C'est pour ça qu'on dit que la copie n'est pas l'original. La copie n'est pas l'original. Mais déjà, M. Ndialeu, déjà que beaucoup de personnes n'ont même pas encore touché hein, les nouveaux billets, on peut leur apporter n'importe quoi. Moi, j'ai touché le billet samedi dernier, j'ai touché le billet de 2000. Voilà. Vous savez que je suis un BAMS et je fais les tontines le samedi et le dimanche. Quand on faisait notre machine de cassation, et puis il y a les nouveaux billets de 2000 qui sont arrivés, qui sont bien claquants, qui ressemblent un peu beaucoup à l'euro, pour ceux qui ont le complexe de chez les Blancs. et du coup, si vous avez, pour faire la contrebande, c'est très facile. Si vous avez mis sur pied des éléments, si vous avez des machines pour faire des faux billets, quand ça arrive, quand vous voyez ce faux là, c'est du format. On ne peut vous tromper que la nuit, parce que si vous voyez la qualité de l'argent, c'est un format, c'est pour ça que quand ça se froisse, oui, justement, ça. Il suffit simplement de mélanger les colorants comme ils le font dans les choses et de faire en sorte que la photocopie sorte. Et vous allez voir qu'en 5 minutes, ils vont avoir des tonnes de billets. Voilà. Mais c'est facile de savoir que ça, c'est pas un bon, ça, c'est un faux. D'accord. Dans les banques, il y a les systèmes pour détecter. Au marché, les femmes là, elles ont leur astuce. Même si on vous dit que non, ce n'est pas hygiénique. Que tu peux plier, un mastic plier pour voir si ça répond. Tu peux savoir que non, ça c'est un format et que l'autre est un peu métallique. Voilà, donc, ça ne peut pas manquer. Et comme l'info à chaud le signal, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aussi qu'on mette dans l'opinion qu'il y a derrière trop le faux. Voilà, parce que ça peut créer la panique. Parce que si vous créez la panique, vous allez donner ces nouveaux billets à quelqu'un qui va dire qu'il ne prend pas. Alors que c'est un agent qui est normal. Et vous allez vous retrouver coincé avec pourtant le bon billet en main. Parce qu'un gars a dit que non, c'est le faux. Vous savez que quand quelqu'un signe, notamment les taximans ou certains benskins que vous avez pris,
qui savent à peine lire le français et l'anglais, vous avez tous les problèmes du monde. Ou qui n'est même pas informé que ça a changé, il te dit que tu es la natte. Le couteau peut même sortir. Donc, il faut davantage rassurer les Camerounais que, certes, l'agent a fait, le dernier cycle a fait 20 ou 22 ans, on a changé, c'est le rituel normal, mais ça doit circuler. Il y aura des faux. Ce sera facile de reconnaître que non, ça c'est un faux, ça c'est un vrai. Bon, je n'ai pas encore eu à beaucoup travailler au quotidien avec les nouveaux billets. J'ai seulement aussi touché par curiosité parce que celui qui avait gardé aussi jalousement. Vous savez que quand quelque chose est nouveau, c'est beau. Voilà. Et quand c'est beau, les gens craignent avec, même si ça a la même valeur que l'ancien. Voilà, c'est un peu ça. Merci, monsieur Ndialeu. Merci pour ce passage. Je vous en prie. Une bonne journée. Merci. Mesdames, messieurs, voilà, on s'est abreuvé. J'espère que, comme moi, vous avez beaucoup appris ce matin.